Alors, bon, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau court-circuit. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois aujourd'hui, sachez que vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment, puis que ce soit moi ou quelqu'un de l'équipe va vous répondre assurément si jamais on n'a pas le temps de les prendre de vive voix aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, on a vraiment le privilège d'accueillir Glenn Castanera, qui est le directeur général de la SDC Montréal Centre-Ville aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. C'est vraiment très, très apprécié. Puis, je pense qu'on va avoir l'occasion de parler d'une grande tendance en ce moment qui fait beaucoup parler, la conversion des tours de bureaux en logements résidentiels pour pallier à la pénurie de logements qui frappe de plein fouet le Québec, puis Montréal en particulier ne fait pas exception. C'est sûr qu'au cours des dernières années, on en a beaucoup parlé, la tendance a émergé en fait, puis on a commencé à en parler. Euh, Surtout à cause du fait que justement là où les travailleurs ont fui un petit peu le centre-ville à cause de la pandémie. Puis là, on se retrouve avec des tours de bureaux vides, un taux d'inoccupation assez important. Mais en même temps, ça peut être une opportunité justement assez unique pour venir convertir ces tours de bureaux en logements résidentiels. Ça permet de sauver peut-être quelques coûts. Puis de donner un peu plus de disponibilité en termes de résidentiel. Mais vous allez voir, ça soulève quand même des questions, à savoir d'abord si c'est une solution viable à long terme. Est-ce qu'il y a il y a des défis aussi là-dedans? Puis évidemment, est-ce qu'il y a d'autres villes qui ont déjà amorcé cette transformation? C'est pour répondre justement à ces questions que M. Glenn Castanera est avec nous aujourd'hui. C'est un véritable expert en développement économique et commercial des villes, avec une très grande expertise de conseil auprès de décideurs publics et privés, notamment au sein du cabinet de la mairesse de Montréal. Si je peux me permettre, vous êtes forgé cette réputation aussi pour avoir travaillé sur plusieurs projets de grande envergure, ne serait-ce que pour citer donc la revitalisation du boulevard Saint-Laurent, mais aussi la revitalisation ou la réactualisation de la rue Sainte-Catherine. Donc, c'est quand même des projets assez impressionnants. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça vous donner la parole. Merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Puis, Bien, merci comment pour l'invitation. avec grand plaisir. Puis, peut-être une question qui taraude tout le monde. On parle beaucoup de taux d'inoccupation des tours de bureaux de Montréal. Et ce qu'on dit souvent, c'est que Montréal se distingue particulièrement par rapport aux autres grandes villes dans le restant du Canada. Montréal arrive avec un taux d'inoccupation à 16,5 du moins selon les dernières données, en comparaison avec Toronto qui est à 15,3, Ottawa à 13,2, Vancouver à 10,4. Donc, quelque part, on pourrait sonner l'alarme pour Montréal. Est-ce que ces chiffres-là sont-ils vraiment représentatifs de la situation? Alors, chose certaine, dans les faits, oui, le centre-ville de Montréal a un taux d'inoccupation dans ses bureaux qui est plus élevé que la moyenne nationale. Et comme vous venez de le chiffrer, on performe moins bien que Toronto, Vancouver et même Ottawa. C'est important toutefois de mettre les chiffres ou de contextualiser les données. On vient de le dire, on est à 16,5 d'inoccupation. C'est élevé, c'est beaucoup trop élevé pour ce qu'on aimerait. Toutefois, il faut savoir qu'on a un record à Montréal qui n'est pas très reluisant, mais on a toujours eu un taux d'inoccupation plus élevé que la moyenne nationale. Alors, il n'est pas anormal qu'encore aujourd'hui, après la pandémie, on a un taux d'inoccupation qui est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre en contexte, c'est que le taux de 16,5 il est le plus élevé qu'on a enregistré depuis la dernière décennie, mais on a eu des taux très similaires, entre autres en 2014. En 2014, on avait un taux d'inoccupation qui était que de 2 inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, on était très proche de la situation aujourd'hui. Pourtant, il n'y avait ni pandémie, ni crise économique, ni ralentissement majeur. Un autre indicateur important à garder en tête est la croissance du taux d'inoccupation due à la pandémie. À Montréal, le taux d'inoccupation dans les bureaux a cru d'environ 80 C'est beaucoup. Mais si je vous disais qu'à Toronto et à Vancouver, le taux d'inoccupation a cru de près de 400 depuis le début de la pandémie, alors laissez-moi vous dire que si le discours qu'on avait à Montréal était une augmentation de 400 je pense qu'on en parlerait à tous les jours. Alors,
c'est pas le party, là. Les choses vont pas super bien, mais on est très, très loin de l'hécatombe que plusieurs personnes aimeraient prédire. Oui, effectivement. Puis c'est bon parce que souvent, ben, en tout cas, on sonne beaucoup l'alarme en ce moment pour Montréal, mais c'est bon de le remettre en contexte pour mieux comprendre. Puis 400 d'augmentation, c'est quand même énorme. C'est vraiment beaucoup. Est-ce que, quelque part, le taux d'inoccupation, oui, ça a participé à l'émergence justement de l'idée d'aller convertir les tours à bureaux, mais est-ce que c'est la seule et unique raison qui a poussé à réfléchir justement à cette transformation de Montréal? Oui, et cette idée de conversion, elle ne date pas d'hier. Il faut dire que la majorité des centres-villes nord-américains ne sont pas habités. Heureusement, ce n'est pas le cas du centre-ville de Montréal. Le centre-ville de Montréal connaît en ce moment la plus forte croissance démographique de tous les centres-villes canadiens. On est rendu aujourd'hui à une population qui avoisine les 100 000 résidents dans notre centre-ville. Si on recule au début des années 2000, ou même dans les années 90, on était à moins de 30 000 résidents dans notre centre-ville. Alors, c'est très différent. On est bien loin du centre-ville trou de beigne qu'on a connu par le passé, qui se remplissait à 9 heures du matin et qui se vidait à 5 heures du soir. Ironiquement, on semble avoir le problème inverse maintenant. Il se remplit les soirs et les week-ends et il se vide entre 9 heures et 5 heures. Mais même là, ce n'est pas le cas. Malgré une baisse de nombre de travailleurs dans les tours à bureaux, là, on estime, on a dévoilé des chiffres en début de semaine, on est entre 40 et 60 ce qui est très faible, de présence au bureau. Mais malgré ça, l'achalandage au centre-ville est égal ou supérieur à ce qu'il était en 2019. C'est-à-dire que malgré le manque à gagner de travailleurs, il y a plus de monde au centre-ville. Et un centre-ville, ça vit de monde. Mais si on parle de conversion, alors oui, ça se parle depuis longtemps et on l'a déjà vécu à Montréal. Il faut se rappeler l'effondrement du secteur manufacturier, tout ce qui est Griffintown, tout ce qui est aussi Plateau Mont-Royal, Myland, la conversion des immeubles manufacturiers en résidentiel, on l'a vécu. On pourrait imaginer que ce serait pertinent pour le centre-ville de Montréal. Or, quand on gratte un peu plus loin, on réalise que ce n'est pas le cas. Ironiquement, malgré un taux d'inoccupation assez élevé dans les bureaux et une pénurie de logements, la conversion de bureaux ne se fait pas aussi facilement. Je fais référence ici à une étude de l'Institut canadien de l'urbanisme qui évaluait le potentiel de conversion de tours à bureaux dans les grands centres-villes canadiens. Et pour le centre-ville de Montréal, le potentiel de conversion est entre 1800 et 2400 unités. Pour mettre les choses en perspective, en 2022 seulement, il s'est construit plus de 6000 unités résidentielles dans le centre-ville de Montréal. Alors, vous comprendrez que la conversion de tour à bureau, ce n'est pas la panacée que plusieurs aimeraient que ce soit. Et j'ajouterais à ça le risque de convertir trop de bureaux en résidentiel. Il est tentant de faire des changements drastiques et rapides. Or, si je reprends l'exemple des transformations d'immeubles manufacturiers et industriels en résidentiel, c'était une bonne nouvelle pour ce qui est de la mixité des quartiers, mais on le voit aujourd'hui qu'il y a une pénurie d'entrepôts, il y a une pénurie d'immeubles manufacturiers et qui met en péril la compétitivité de Montréal dans les marchés internationaux. La même chose est vraie pour les bureaux. Si aujourd'hui, il est vrai que les travailleurs sont de retour à 40 entre 40 et 60 si la tendance se maintient, il y aura quand même plus d'entreprises dans le centre-ville de Montréal. On l'a révélé en début de semaine, plus de 80 des entreprises ont l'intention de rester au centre-ville de Montréal et on le voit des entreprises comme Novartis qui quittent la banlieue pour s'installer au centre-ville de Montréal parce que c'est un environnement qui répond à leurs besoins. Donc, il faudrait faire attention parce qu'une fois qu'on a converti une tour à bureau en résidentiel, bâtir une nouvelle tour à bureau dans un quartier déjà très dense, ça devient très difficile. Ça risque effectivement d'être très difficile. Puis quelque part, peut-être que le quartier d'affaires, ça amène de la productivité, ça amène de l'innovation, de la créativité aussi, d'amener toutes ces personnes-là très talentueuses au même endroit. Donc, est-ce que quelque part, justement, ça risque pas de mettre ça en péril si on y va trop vite, trop soudainement aussi? Ça me fait penser à Montréal, on en parle beaucoup, mais j'imagine qu'il y a d'autres villes aussi, comme Calgary, qui ont commencé ce processus, cette transformation, d'autres villes aussi nord-américaines. Peut-être avoir une idée de qu'est-ce qui se fait ailleurs. Est-ce que on peut tirer quelque part des leçons des transformations qui ont déjà été amorcées? Écoute, c'est une très bonne question. Je voudrais revenir brièvement sur le point que tu mentionnais par rapport à la productivité. Tu touches là à quelque chose de très important.
On a beaucoup entendu parler du télétravail comme étant, bien, on a la même productivité à la maison qu'au bureau, mais là encore, on fait beaucoup d'amalgames. S'il est vrai qu'on peut être aussi productif à la maison, surtout pour des travaux cléricaux ou répétitifs, il en est tout autre pour la productivité collective. Où on veut en venir, et ça, le temps nous le dira, c'est que rentrer, être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait les comptes à recevoir pour une compagnie, qu'à la face de la maison ou du bureau, il y a peu de changements. Mais une entreprise comme Tesla, par exemple, qui est dans les relations publiques, ou Novartis en sciences de la vie et de la santé, toute entreprise qui requiert de l'innovation, si les gens ne sont pas ensemble, la productivité collective se voit durement affectée. Il y a un grand danger de cet effritement au centre-ville de Montréal. Ce n'est pas un danger pour le centre-ville, mais un danger pour la compétitivité du Québec. Parce que si nos entreprises n'arrivent pas à avoir un lieu où elles peuvent se rassembler et échanger, les entreprises comme Novartis, sur l'échelle internationale, elles ne vont pas quitter le centre-ville pour aller s'installer à Blainville ou à Trois-Rivières. Elles vont chercher d'autres centres urbains qui répondent à leurs besoins. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'elles quitteraient le Québec pour s'installer à Toronto, Chicago, New York, par exemple. Et ça, ce serait extrêmement dangereux. Maintenant, pour ce qui est de ton point de qu'est-ce que d'autres villes font, Calgary est un bon exemple de ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Calgary est en crise depuis bien avant la pandémie. Ça fait plus de 10 ans que le centre-ville vit une hécatombe complète parce qu'elle a une économie qui dépend principalement des ressources naturelles. Alors, elle a un taux d'occupation dans ses bureaux qui avoisine les 30 depuis maintenant près de 10 ans. Et pire encore, une chute dramatique de la valeur de ses propriétés au centre-ville, de 60 de baisse de valeur foncière, qui a eu pour conséquence de faire exploser le compte de taxes résidentielles des habitants de Calgary. Ça, d'ailleurs, c'est une leçon que devrait vraiment retenir Montréal. Le plus grand risque d'une perte de valeur des immeubles à bureaux au centre-ville de Montréal, ce n'est pas pour le centre-ville. Le centre-ville va continuer de rouler. Il y aura bien du monde, bien des touristes, bien des consommateurs. Le risque, c'est que le compte de taxes des Montréalais augmente à cause d'une baisse de valeur des propriétés au centre-ville. Pour illustrer ça, là, le mille de la Gauchetière, juste le mille de la Gauchetière, à lui seul, s'il fallait qu'il disparaisse de la carte, c'est 20 dans le compte de taxes de chaque contribuable montréalais qu'on verrait sur la facture là, en augmentation. Alors ça, c'est quelque chose à retenir. Là. Des tours comme le mille de la Gauchetière, on en a près d'une centaine au centre-ville de Montréal. Donc, Calgary, ce qu'elle a commencé à faire, centre-ville complètement dévitalisé, donc a fait des actions très agressives pour favoriser la conversion des tours à bureaux. Or, quand je vous dis que c'est difficile de convertir une tour à bureau, ça a pris 10 ans d'investissement, de subventions et d'un gouvernement très agressif sur le plan, donc très pro-business, sur le gouvernement albertain. Aucun red tape. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul projet qui a été réalisé donc de conversion. Il y en a d'autres dans le pipeline. On est allé les rencontrer d'ailleurs. Mais c'est très, très long et très dispendieux. Ça coûte très cher en subvention. Et pire encore, une fois que la conversion est faite, la tour résidentielle génère moins de taxes pour la ville qu'une tour à bureau. Alors, ironiquement aussi, Calgary regarde vers nous, au centre-ville de Montréal, pour savoir comment dynamiser son centre-ville, parce qu'on a beau remplir le centre-ville de résidents, s'il n'est pas attrayant, les gens ne veulent pas y aller. Et là, on a l'exemple du centre-ville d'Ottawa. Ottawa est un des centres-villes canadiens avec le taux d'inoccupation les plus faibles. Donc, techniquement, il performe le mieux pour ce qui est du retour au bureau. Or, je vous mets au défi de me dire que le centre-ville d'Ottawa est un des plus dynamiques au Canada. Au contraire, clairement, il se vide à 4 heures et il n'y a à peu près rien à faire le soir. Donc, il faut s'en tenir ou se rappeler qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et là-dessus, on peut s'inspirer de Vancouver, de Toronto, mais je vous dirais au sud de la frontière, de Chicago et de New York. Travaille très fort pour créer un centre-ville qui est attrayant, où il y a des espaces publics qui répondent aux besoins des résidents et des travailleurs. Ultimement, c'est de créer des quartiers d'affaires qui sont attrayants et agréables pour les usagers. On peut apprendre ici de ce que fait le commerce de détail, ce que fait l'industrie touristique. C'est d'offrir un environnement qui offre une expérience singulière. Effectivement. Puis, je trouve ça vraiment intéressant comment on parle beaucoup de l'exemple de Calgary pour finalement se rendre compte que Montréal est une inspiration aussi pour ceux qui veulent faire à Calgary. Je vois aussi que le temps file très vite, mais j'aimerais ça qu'on pose une dernière question par rapport à la conversion justement des
des tours à bureaux vers le logement résidentiel. Est-ce que c'est une solution pour ramener justement, en tout cas, on le voit de différentes manières. On le voit d'une manière pour avoir du logement résidentiel pour les personnes parce qu'on est en pénurie de logements. On le voit aussi comme une façon de revitaliser aussi le centre-ville, de réamener tout le monde. Est-ce que c'est la seule et unique solution? Il y a d'autres pistes à explorer. Ben, c'est certainement pas la seule solution. Je dirais qu'elle fait partie de la solution. Et nous, notre position chez Montréal Centre-Ville, entre autres, c'est qu'il faut que la ville s'assure de ne pas nuire à la conversion. Alors, on ne croit pas qu'il faudrait subventionner massivement les conversions, parce que ce n'est pas nécessairement aussi efficace, mais il ne faut certainement pas freiner les conversions. Et c'est une partie de la solution, surtout pour les immeubles qu'on appelle de catégorie C. Les immeubles dans un piteux état, surtout les anciens immeubles, souvent art déco, qui sont très agréables d'un point de vue architectural, mais qui ne répondent pas du tout aux besoins des entreprises, surtout sur le plan technologique. Alors là, ça serait intéressant et ça fait partie de la solution. Mais je vous dirais, si on parle de quoi faire avec les tours à bureaux, ce qui serait beaucoup plus avantageux pour le centre-ville, c'est d'y incorporer des services aux usagers et aux résidents du centre-ville. On peut penser, entre autres, à des écoles dans nos tours à bureaux. Il manque, je vous ai parlé là, on a le record canadien des croissances résidentielles dans le centre-ville de Montréal. C'est du jamais vu. Regardez le ciel du centre-ville, le nombre de grues qu'il y a là. 90 de ces grues-là, c'est du résidentiel. Il ne se construit rien en bas de 30 étages en ce moment en résidentiel au centre-ville de Montréal. C'est exceptionnel. Mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas de nouvelles écoles dans le centre-ville de Montréal. Il n'y a pas de bibliothèque pour ces nouveaux résidents-là. Il manque cruellement de services. Alors, on pourrait imaginer, comme le fait Vancouver d'ailleurs, de réfléchir à la verticalité et de voir quel type de services on peut y incorporer. Est-ce qu'on peut revoir aussi les usages? Il manque de salles de spectacle, il manque de garderies aussi au centre-ville. Alors que ces usages-là peuvent être utilisés dans nos tours à bureaux plutôt que juste des bureaux classiques. Effectivement. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci pour toute votre expertise. Je pense qu'on comprend un petit peu mieux qu'il faut y aller, mais pas brusquement, pas soudainement. Puis il faut encourager. Il ne faut pas freiner la conversion. Il faut l'encourager, mais en prêtant attention à d'autres éléments aussi qui sont importants. Puis la mixité, c'est un des éléments primordiaux pour dynamiser, vitaliser les centres-villes tout en gardant la productivité et l'innovation des entreprises qui y siègent. Donc, merci beaucoup. Comme le temps passe très vite, s'il y a des questions, je vais les prendre par courriel, puis je vais pouvoir vous répondre à tous en les échangeant avec M. Castanera. Encore une fois, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui et on se dit à très bientôt.